Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec, comme chaque semaine, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme, Matthias Fekl. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ça n'est pas vous faire injure que de dire que votre présence médiatique est assez, disons, discrète. Et donc, je vais passer quelques instants à vous présenter. Vous êtes jeune, vous avez 37 ans, mais c'est aussi l'âge de Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie. Vous êtes né à Francfort, vous avez grandi à Berlin, vous êtes normalien, vous êtes énarque, vous avez été député socialiste du Lot-et-Garonne. Vous avez dirigé le cabinet du président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel. Alors aujourd'hui, eh bien, vous êtes en charge du commerce extérieur. Je rappelle les chiffres de base. Notre déficit commercial atteint un peu plus de 53 milliards d'euros. Il est en diminution, donc les choses ont l'air de s'arranger. Vous nous en parlerez, mais il semblerait que ce soit dû essentiellement au fait que nous consommions moins d'énergie. Et puis cette fameuse baisse des prix du pétrole, qui est un peu une bénédiction pour nous. Et puis le tourisme, eh bien, vous êtes en charge du tourisme. La France est le pays le plus visité au monde. Près de 43 millions de touristes sont reçus chaque année dans notre pays. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alain Guimol pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Alors, une toute première question, Matthias Fekl. Notre pays a, semble-t-il, déjoué une tentative d'attentat qui visait donc des églises à Villejuif, dans la banlieue parisienne. Quelle est votre réaction à cette tentative ? La réaction, c'est d'abord de féliciter ceux qui ont permis de déjouer cet attentat et de reconfirmer la mobilisation totale et du gouvernement et des services de l'État pour la sécurité des Français. Le Premier ministre s'est exprimé là-dessus ce matin, sur une autre antenne, pour redire précisément et les actions qui sont entreprises et la détermination totale de tous ceux qui sont responsables de la sécurité de nos concitoyens. Pour protéger tous les Français ? Mais bien sûr, tous les Français qui sont visés, et c'est tous les Français qui sont visés. Ils sont visés parfois pour leur confession, leurs convictions, leurs opinions. Ils sont, en l'occurrence, visés aussi pour leur religion. Et quand on veut s'attaquer à des églises, par définition, ce sont des chrétiens qui sont visés. Mais que ce soit des chrétiens, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmans, que ce soit des athées, que ce soit d'autres confessions qui sont visées, la sécurité est un droit. Et c'est pour ça que et le Premier ministre, et le Président, et le ministre de l'Intérieur, toutes les autorités de l'État sont mobilisées à cette fin. Alors nous allons évidemment revenir notamment sur les aspects économiques de cette lutte contre le terrorisme. Une première question vous est posée par Alain Guimol pour La Croix. Oui, une question qui concerne le commerce extérieur. On se souvient d'une époque pas si lointaine où les chiffres étaient positifs. Est-ce que si on enlève donc la part des produits énergétiques pour lesquels on n'a pas d'autre solution que d'importer, est-ce qu'il serait imaginable de revenir en territoire positif dans les prochaines années ? Faites-nous rêver, Matthias Fekl. D'abord, les chiffres ont été positifs jusqu'au début des années 2000 et ensuite dégradation continue de la situation jusqu'en 2011. Et depuis 2011, on était à plus de 70 milliards de déficit en 2011, on est à plus de 50 milliards encore aujourd'hui. La situation s'améliore depuis 2011, mais quand on est à plus de 50 milliards de déficit, par définition, c'est une situation extrêmement dégradée. Qu'est-ce qui nous fait plonger ? Ce qui nous fait plonger, c'est d'abord les problèmes de compétitivité de l'économie française, les difficultés de certains secteurs. C'est aussi l'insuffisance d'exportation de nos petites et moyennes entreprises, quand on se compare avec l'Allemagne, mais aussi avec des pays comme l'Italie. Et donc il faut agir sur l'ensemble de ces phénomènes. D'abord, il y a des secteurs qui tirent notre commerce extérieur. L'aéronautique en fait partie, l'agroalimentaire, l'agriculture, bien sûr, la pharmaceutique, la chimie, l'industrie du luxe, toute une série comme ça de domaines où la contribution est très positive. Et puis il y a les difficultés, d'où la nécessité d'abord d'une politique de compétitivité en interne, de structurer nos filières, et sujet auquel moi je suis très attaché et impliqué, c'est l'exportation des petites et moyennes entreprises. Là, il y a une clé, c'est quand même les PME qui créent l'emploi dans les territoires et qui peuvent trouver dans l'international des débouchés, des opportunités. Et j'ai détaillé toute une série d'actions là-dessus dont on peut parler si vous souhaitez. On peut revenir en... il est possible de revenir en territoire positif dans les chiffres du commerce extérieur ? Oui, c'est possible. Maintenant, moi, je ne vais pas vous dire ce sera tel jour, à telle heure. Il y a d'abord des moyens à mettre en œuvre.
et puis de l'accompagnement, simplifier. C'est la création de Business France. On a fusionné UbiFrance, l'Agence française d'investissements internationaux, pour créer un grand opérateur à la fois de l'export et de l'attractivité de la France. Il y a eu toute une série de simplifications des démarches administratives qui sont en cours. Il y a le travail sur les PME. J'ai en mars tenu le premier forum des PME à l'international au Quai d'Orsay pour annoncer toute une série de choses, bâtir un parcours à l'export pour que les PME sachent à qui s'adresser, perdent moins de temps à savoir qui fait quoi dans la chaîne de l'export, puissent avoir des interlocuteurs simples, puissent avoir aussi des moyens qui soient dédiés. On va maintenant mettre en place ça dans les régions, avec un tel forum qui se tiendra partout, et tous les acteurs, que ce soit Business France, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie, les conseils du commerce extérieur de la France, tous ceux qui concourent à ça, les conseils régionaux, qui sont des acteurs fondamentaux, sont en ordre de marche pour aider nos PME, aider nos entreprises de taille intermédiaire à se projeter davantage à l'international. Détermination. Oui, mais c'est fondamental. Romain Mazenot pour RCF. Oui, vous avez aussi installé récemment un conseil stratégique de l'export pour les PME qui rendra un rapport annuel au Parlement, je crois. C'est quoi l'objectif? À quoi ça servira concrètement? Ce ne sera pas un machin supplémentaire? Ça dépend du travail qui y sera fait. Si ça se passe mal, ce sera un machin inutile. Il faudra le supprimer. Au contraire, si, comme je le souhaite, c'est un tour de table où vous avez tous ceux qui participent à la politique d'export, qui se mettent d'accord sur des stratégies, qui présentent ensemble une feuille de route. Aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie qui est publique, affichée et qui engage tout le monde. Moi, je souhaite que chaque année, devant le Parlement, soit présentée une stratégie de l'export, mais pas comme ça pour créer un document de plus, pour que la phase de préparation engage tous ceux qui ont leur mot à dire là-dessus, qu'on présente ce document-là, et qu'ensuite on le déroule sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que l'export, ça prend du temps, c'est du travail de fond, pas toujours très flamboyant ou très médiatique, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est juxtaposer toute une série de décisions, de moyens et de mobilisation de ceux qui, sur le terrain, permettent de faire la différence. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Juste pour la compréhension du sujet, qu'est-ce qu'on entend par... En fait, quel est l'instrument de mesure du commerce extérieur? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'aéronautique, un avion est fabriqué avec des produits du monde entier. Qu'est-ce qu'on comptabilise, en fait, pour dire, tiens, ça, c'est français et c'est parti à l'étranger? C'est un sujet fondamental. On est en train de regarder là-dessus parce qu'on comptabilise tout ce qui vient de France et en est soit exporté, soit importé, ce qui peut poser des problèmes de comptabilisation un peu artificielle. Et notamment, il y a un chiffre qui peut retenir l'attention par rapport à ce que vous disiez. 1/3 des exportations qui partent de France sont le fait de filiales étrangères, de groupes étrangers installés en France. Donc on voit bien le côté un peu parfois artificiel, oui. hein, Voilà. dans une économie qui est... Oui, mais c'est toute la question du Made in France à un moment où les chaînes de production sont souvent mondiales, où l'économie est internationalisée, mondialisée de fait. Et donc l'enjeu pour l'économie française, beaucoup plus que d'être dans un fétichisme simplement de savoir si on revient sur tel ou tel chiffre, c'est de trouver toute sa place dans les chaînes de production mondiales, de se positionner plus qu'aujourd'hui sur le haut de gamme, sur l'innovation, sur la qualité, et à partir de là, d'être capable d'avoir des stratégies très offensives à l'international. Et donc, le côté simplement, il y a la France et il y a le reste du monde, ça ne correspond plus tellement à la réalité économique d'aujourd'hui. Alain Guimol, La Croix. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans l'amélioration que l'on perçoit actuellement, quelle est la part qui incombe à ce que nous avons fait, aux efforts que les Français ont consentis, et quelle est la part qui incombe aux circonstances qui sont dues au pétrole et à la baisse de l'euro? La baisse de l'euro. Alors, ça c'est... comment dire, il y a une part qui dépend toujours du contexte international. Vous avez parlé de l'énergie, l'évolution de la parité euro-dollar, tout ça, ça joue évidemment. Mais si on veut durablement profiter de la réalité de l'économie mondiale, il faut faire des efforts en interne. Le travail qu'on fait avec les PME, il sert à ça. Il sert à ce que nos PME puissent se projeter. Tout le travail qui est fait par le gouvernement sur la structuration de filières, sur les plans de compétitivité, les filières industrielles, sert justement à ce que ce soit nos entreprises, plutôt que les entreprises de pays concurrents, qui se positionnent sur des marchés publics, sur des opportunités qui peuvent exister. Donc il faut faire les deux. Il y a évidemment toujours une part qui dépend d'un contexte international sur lequel on n'a pas toujours une prise directe, on va le dire de manière polie. Mais pour que ça nous bénéficie à long terme, à l'évidence, tous les efforts qui sont aujourd'hui consentis par les Français serviront à ce que demain la reprise
et dans le monde et en Europe, bénéficie à nos entreprises. Sinon, on passera à côté. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, 2 questions. La première, c'est quelle est la pertinence, en fait, quelle est la légitimité de quelqu'un comme vous êtes énarque, bon, haut fonctionnaire, vous n'avez pas créé d'entreprise en soi. Quel est le service que peut rendre l'État à des entrepreneurs qui, ont la plupart du temps, se méfient quand même de l'État? Parce que quand l'État se met quelque part, généralement, l'initiative privée, généralement, a tendance à se méfier. Donc déjà, quel est le rôle que vous pouvez avoir et 2, quelle est la pertinence d'une comptabilisation nationale alors qu'on est dans un espace européen? Logiquement, on devrait compter tous ensemble. On ne devrait pas opposer le commerce extérieur français qui est en déficit au commerce extérieur allemand qui, lui, ne l'est pas du tout. Alors, l'État... Est-ce qu'on n'est pas sur une vieille vision nationale des choses? Alors, il y a deux questions. Et puis sur l'État. Qui sont en partie liées. Qu'est-ce que l'État peut faire? Non, alors, d'abord, les entreprises, dans le discours, se méfient de l'État. Quand elles ont besoin qu'on ouvre des marchés à l'international, elles savent où trouver l'État. Et heureusement, moi, toutes mes délégations sont ouvertes à des entreprises, que ce soit des grands groupes, que ce soit des PME. Et il est très simple de s'inscrire dans mes délégations pour m'accompagner. Et il y a beaucoup de pays où le fait d'être dans une délégation officielle vous ouvre des opportunités dans un déplacement. Et c'est le cas chaque semaine. Donc on peut, sur le site du Quai d'Orsay, s'inscrire dans mes déplacements. Rien de plus simple. Après, moi, je passe énormément de temps. Donc vous emmenez des patrons avec vous, c'est ça? Dans chaque déplacement, et à la fois patron de grands groupes et patron de PME. Et il suffit de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire, d'aller sur diplomatie.gouv.fr, j'en profite. On a mis en place un appel à candidature sur Twitter. Et donc il est vraiment très simple, parce que notamment les PME, elles passent beaucoup de temps à savoir où est l'info, etc. Quand vous n'avez pas un directeur spécial qui s'occupe que des relations avec la puissance publique, forcément c'est plus dur pour une PME. Moi, j'ai la culture PME parce que j'ai été vice-président d'une région en charge du développement économique en Aquitaine. Je passe tout mon temps avec les PME, pour les PME. C'est là que se crée l'emploi, c'est là que se crée la richesse et c'est là aussi que c'est dur, que ce soit pour un patron de PME, pour les salariés. Et donc, ils ont vraiment besoin de tout notre soutien. Et moi, je travaille dans cet état d'esprit. Après, il y a le sujet sur l'Europe. Alors, est-ce que c'est la France qui doit comptabiliser? Est-ce que c'est l'Europe? C'est les deux. La France est un État et qui existe en tant que tel. Mais aujourd'hui, on est clairement en Europe à une phase un peu intermédiaire. Le projet européen a conduit à quelque chose de neuf, une Union européenne qui est certainement unique au monde et qui en même temps est toujours un peu ambiguë entre les réalités nationales et puis le phénomène européen. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a besoin, sur bien des sujets, de plus d'Europe, mais à condition que ce soit une Europe où la politique ait aussi son mot à dire. Et en matière économique, ça veut dire volontarisme économique, politique industrielle, ça veut dire plan d'investissement. Avec le plan Juncker, il y a un certain nombre de choses qui commencent à bouger là-dessus et c'est bien. La réorientation de l'Europe que souhaite le président de la République, pour laquelle il se bat depuis le début de son quinquennat, va précisément dans l'idée de dire oui, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire sans l'Europe, mais à condition que l'Europe ne soit pas simplement le lieu de la dérégulation et le lieu où finalement tous les leviers de la puissance publique sont déconstruits les uns après les autres. Donc, et l'Europe n'a de légitimité lutte contre la distorsion de concurrence, vous êtes contre, vous dites ça dépend. L'État doit quand même pouvoir aider ces entreprises. Ça dépend. Il peut y avoir secteur par secteur. Sur des filières d'avenir. Aucun État ne va seul construire des filières d'avenir dans les énergies renouvelables, dans un certain nombre de secteurs, les biotechnologies, etc. Là, il y a une opportunité extraordinaire pour l'Europe d'aider ces secteurs. Et je peux vous dire que les États-Unis, au-delà de certains discours très libéraux, très libre-échangistes, etc., ne se privent jamais d'aider leur secteur, de les défendre et de leur donner les moyens d'exister, et en interne, et dans la compétition internationale. Et soit l'Europe est capable de faire ça, soit elle se prépare des lendemains qui seront très difficiles. Une dernière question de Romain Masneau pour une dernière réponse. Alors vous êtes aussi responsable du tourisme au gouvernement. La France reste, Frédéric Mounier le rappelait en introduction, la première destination touristique mondiale avec 83 millions de visiteurs par an. Mais elle est talonnée par la concurrence. Alors à quelles conditions est-ce qu'on peut tenir notre rang et rester en tête du classement? Mathias Fekl. Alors, merci de rappeler que c'est la première destination touristique au monde, puisqu'on a dans notre pays la capacité à dire tout ce qui ne va pas et à jamais valoriser ce qui va. Le tourisme est un secteur extraordinaire pour notre pays. C'est plus de 7% de la richesse nationale, 2 millions d'emplois, de l'emploi non délocalisable, de proximité, souvent dans l'artisanat, avec des gens qui sont passionnés et qui font vivre ça. Aujourd'hui, le tourisme il s'exerce dans une concurrence mondiale, de plus en plus,
Et la France doit évidemment capter à la fois les tendances, les envies des touristes, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, de découvrir, pas se reposer sur nos lauriers. C'est toujours le risque quand on est un pays magnifique avec une offre extraordinaire, et faire aussi en sorte que le tourisme bénéficie davantage à tous les territoires dans notre pays. Il y a un certain nombre de grands sites d'attraction et d'attrait pour les touristes qui doivent évidemment continuer à être valorisés, mais nous on essaye de structurer pour que tout le pays bénéficie du tourisme. Je travaille beaucoup sur le tourisme rural, tout ce qui est œnotourisme, découverte, tourisme dans la nature, la navigation, le vélo, etc. Et c'est aussi Paris écrase un peu la marque France à l'international. Non, je ne crois pas ça. Il y a plutôt un peu partout en France des sites qui, parfois pour les étrangers, peuvent être considérés comme exclusifs. On se dit, en France, on va visiter 2-3 endroits. Il y a énormément de lieux magnifiques à visiter en France, des lieux du patrimoine, de la culture. Et là-dessus, on est quand même assez unique au monde. Et tout ce travail-là de valorisation est fait avec les professionnels. C'était l'enjeu des assises du tourisme réunies par Laurent Fabius en juin dernier, et dont a déroulé une feuille de route très précise et qu'on met en œuvre avec les professionnels. C'est pas, en matière de tourisme, moins qu'ailleurs, c'est l'État qui va décréter les choses. Vous avez une multitude d'acteurs de terrain, souvent des petites entreprises, et c'est avec eux qu'il faut travailler. Très bien, on va revenir sur toutes ces questions-là avec vous. Mathias Fekl, vous êtes notre invité. Je rappelle, vous êtes secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme. Et merci. Aux Français de l'étranger. Et aux Français de l'étranger, on en parlera aussi peut-être. Merci de rester avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Notre invité aujourd'hui, le secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux Français de l'étranger, Mathias Fekl, qui est interrogé par Alain Guillemol pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors vous êtes en charge également du dossier sensible du traité de libre-échange transatlantique. Le fameux TAFTA, voilà, comme disent ses opposants. Exactement. Et est-ce que certaines craintes, quand même, en termes de dumping social, de santé publique, d'écologie, sont fondées, ou est-ce que on a tout à gagner avec ce Faut-il négocier avec les Américains, Mathias Fekl? Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours, il n'y a pas de traité. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il y a des négociations. Donc l'appréciation sur le résultat, elle se fera à la fin. Une fois qu'il y aura un projet d'accord, on pourra dire il est bon pour nous ou pas. Et en fonction de ce qu'on appréciera, on conclura qu'il faut le ratifier ou non. Il n'y a pas d'a priori donc. En quoi pourrait-il ne pas être bon pour nous? Voilà, quels seraient les critères pour Moi, refuser? je suis très attentif, et je l'ai dit à plusieurs reprises, à la fois à ce que la souveraineté sur un certain nombre de choix en matière de politique alimentaire, de politique énergétique, de politique de santé, de politique publique tout court soit préservée, que notre agriculture soit défendue. J'ai indiqué avec Stéphane Le Foll que nous conduisions une diplomatie des terroirs pour défendre nos indications géographiques, notre agriculture, les manières de produire qui sont propres à la France, avec l'exigence de qualité, d'authenticité. Donc là-dessus, on tient bon. Ah oui, mais ça c'est une constante dans toutes les négociations commerciales dans lesquelles la France est engagée. Donc pas de poulet au chlore. J'ai mis voilà, pas de poulet au chlore, pas de bœuf aux hormones, pas de réjouissance de ce type. Ça ne fait pas du tout partie du modèle français d'alimentation et j'oserais dire d'une certaine culture et même d'une certaine conception de la vie. Donc à l'évidence, là-dessus, nous sommes très attentifs. J'ai engagé un travail de transparence très important en associant la société civile, les ONG, les syndicats, aux différentes négociations. Nous leur rendons compte régulièrement de ce qui se passe, nous les associons avec des groupes de travail sur tous les sujets. Donc c'est pas opaque, contrairement à ce que nous disent certains. Mais c'est trop opaque. Allez-y. Le mandat de négociation de ces travaux n'est public que depuis le mois d'octobre. Ça a été ma première demande quand j'ai été nommé, de réitérer la demande de transparence qui avait été formulée par mes prédécesseurs et par d'autres États européens. On y est enfin arrivé. Et ça doit être le début d'un agenda de transparence. On est à un tournant pour les négociations commerciales. On ne peut plus, comme ça a été le cas pendant 30 ans, peut-être plus, négocier en secret dans des salles de réunion de grands hôtels internationaux. Et puis à la fin, il y a un texte qui en sort et puis tout le monde est mis devant le fait accompli. C'est terminé ça. À l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où les citoyens sont informés, sont au courant, et vraiment très au courant de ces négociations. Moi, je le vois, y compris chez moi en Lot-et-Garonne. Beaucoup de gens viennent me voir pour dire qu'est-ce qui se passe exactement sur ce dossier, etc. Donc, dans une époque comme ça,
par définition, on ne peut plus négocier comme ça a été le cas avant. C'est terminé, ça. D'accord. Moi, je suis vraiment sur cette transparence. On est au début, on n'est pas à l'aboutissement de ce qui doit être fait sur la transparence. Ok. Alain Guimol, La Croix. Oui, on a eu ces derniers jours le rachat de l'entreprise Alcatel par Nokia. On avait eu il y a quelques mois également Alstom, enfin la partie énergie d'Alstom qui est passée sous le contrôle de General Electric. Et donc ça crée le sentiment que les entreprises françaises ne sont plus de taille à l'international. Alors est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre? Est-ce que la France, les entreprises françaises ne pèsent plus beaucoup dans le monde? Je crois Mathias Fekl. Je crois tout le contraire. Chaque semaine, je suis en déplacement à l'étranger. La semaine dernière, encore en Asie du Sud-Est, Vietnam et Malaisie. La semaine d'avant, à Oman, en Afrique du Sud. Et partout, je pourrais citer bien d'autres exemples, l'expertise, le savoir-faire des entreprises françaises est attendu. C'est vrai pour les infrastructures, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour tous les sujets de demain, la ville durable, les sujets d'énergie. Et sur l'ensemble de ces domaines, la santé, il y a une renommée des entreprises françaises qui est incontestable, et ça se prouve d'ailleurs par des marchés publics qui sont remportés très souvent dans tous ces secteurs, dans le secteur de l'aéronautique. Vietjet Air, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ne s'équipe qu'en Airbus. Et en quelques années, ils ont pris un tiers du marché aérien. C'est une compagnie indienne. C'est une compagnie vietnamienne, avec laquelle nous avons signé la semaine dernière un certain nombre d'accords, de garanties financières pour l'achat de nouveaux Airbus. Mais ça, encore une fois, je dis cet exemple parce que j'y étais la semaine dernière, on peut chaque semaine donner des exemples comme ça. Donc l'excellence française, elle existe et elle est attendue dans le monde entier. Mais alors pourquoi le déficit? Louis Dauphren. Et le déficit, parce qu'il y a certains secteurs qui tirent ces choses-là, et d'autres secteurs dans lesquels la situation est plus difficile. Et aussi parce que la France importe dans un certain nombre de domaines, l'informatique et d'autres sujets. C'est les importations qui pèsent lourd ? Plus que l'absence d'exportation. C'est les importations qui pèsent lourd, c'est la facture énergétique, même si les choses évoluent là-dessus pour des raisons évidentes avec l'évolution des prix. Et puis c'est aussi la réalité d'une économie internationale aujourd'hui, dans laquelle la France est intégrée. Mathias Fekl, je ne suis pas sûr que dans ce studio, si on fait le tour de tout ce qui est autour de nous, il y ait un seul produit qui soit fabriqué en France. Et dans ce cas-là, je vous réprimande et je vous encourage. Et or, la France a produit des télévisions, par exemple. Les téléviseurs, c'est fabriqué en Corée, qui a pourtant un niveau de vie maintenant comparable au nôtre. Donc des coûts de fabrication comparables. Donc pourquoi est-ce que c'est parti en Corée et que c'est pas resté chez nous? Mathias Fekl. Parce que, dans la mondialisation, les choses évoluent en permanence et évoluent très très vite. Et donc l'enjeu pour l'économie française, c'est d'être à la pointe de l'innovation et c'est d'être toujours en avance sur les autres. Et dans les secteurs où c'est le cas, nous sommes les meilleurs ou parmi les meilleurs et nous remportons les marchés dans le monde entier. Et là où c'est moins le cas, là où l'innovation est moins stimulée, là où peut-être parfois aussi... C'est un mot-clé pour vous, ça, l'innovation. Mais oui, l'innovation, la montée en gamme, et à partir de là, la valorisation de l'excellence française. Dès qu'on, dans un monde qui va aujourd'hui très vite, trop vite, peuvent penser certains d'ailleurs, et où la concurrence est féroce, quand on s'endort, rapidement, les secteurs disparaissent. Mais inversement, dans les énergies, y compris dans les nouvelles formes d'énergie, dans toute une série de secteurs de biotechnologie, de domaines de la santé, c'est la France qui est à l'offensive. Le premier cœur artificiel a été inventé et créé en France. Et là aussi, il y a des dizaines et dizaines d'exemples. Je parlais de l'aéronautique. Bon, il y a de très nombreux secteurs, mais à chaque fois qu'on est à la pointe, on gagne. Et à chaque fois que ce n'est pas le cas, on se laisse dépasser. Est-ce qu'on a chiffré la perte en ligne des Français qui s'exilent pour faire valoir leurs innovations à l'étranger, qui préfèrent aller à la Silicon Valley, et donc du coup ça passe sous label américain ou ça passe sous label d'une autre entreprise? Est-ce qu'on a chiffré cette perte? Mathias Fekl. Alors il y a deux cerveaux en fait. Moi je ne crois pas à l'exil. La France n'est pas un pays d'exil, c'est pas un pays d'émigration. En revanche, il y a une mobilité internationale aujourd'hui, et qui pour notre pays est une chance extraordinaire. Parmi les 2,5 millions de Français qui vivent partout, ils sont très appréciés, et puis ils sont présents dans les pays, dans la vie économique, sociale, culturelle, et puis par ailleurs, ils ne partent pas pour toujours. Il y en a beaucoup qui reviennent, ou alors il y en a qui décident de faire leur vie ailleurs, mais qui ont des liens avec la France. Donc 2,5 millions de Français sont expatriés, et donc ça c'est un chiffre, c'est une évaluation. Il faut rappeler, vous êtes leur ministre. Oui. Il y en a moins qui sont inscrits sur les registres consulaires, 1 million, un peu plus d'1,5 million. J'en profite pour dire qu'il faut s'inscrire sur les registres consulaires parce que ça permet le lien ensuite pour quand il y a des problèmes de sécurité, etc. On veut savoir où sont les Français de l'étranger. Il y a eu une mission parlementaire très intéressante qui a été menée l'an dernier
sur ces sujets-là, et en début de cette année. Et la conclusion, pour le coup assez, pas unanime, mais quand même assez transpartisane, c'était de dire non, il n'y a pas un exil français massif, il y a une mobilité internationale, et qui est une chance. Et en même temps, quand on compare avec d'autres pays, l'augmentation des départs est plutôt moindre qu'ailleurs, y compris que dans des pays comme l'Allemagne. Donc il y a des allers-retours, il y a la réalité européenne aujourd'hui. Et nous, Londres, c'est une ville française, Londres. Mais oui, c'est vrai. Mais nous, on souhaite simplement, on souhaite encourager la mobilité internationale pour des jeunes. Pour les VIE, par exemple, les volontariats internationaux en entreprise, c'est une chance extraordinaire. Tous ceux qui peuvent faire une année à l'étranger, c'est une expérience inoubliable qu'il faut augmenter. C'est ça aussi le monde d'aujourd'hui. Romain Masneau, RCF. Alors les naufrages meurtriers en Méditerranée se suivent. La réponse de l'Union européenne, la tentative de réponse est plutôt d'essayer de dissuader les gens de venir en Europe. Est-ce qu'il faut aussi accorder plus de visas? Est-ce que vous avez, à défaut de la solution, une ébauche de solution? Mathias Fekl. Il n'y a certainement pas la solution. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais député, y compris par un rapport que j'avais remis au ministre de l'Intérieur de l'époque, l'actuel Premier ministre. Il faut travailler sur l'ensemble des domaines. D'abord, les drames sont épouvantables et ils se répètent. Et ils sont à chaque fois un bouleversement pour toutes les consciences européennes. Une fois qu'on a dit ça, il faut agir pour que ça ne se reproduise plus. Alors on fait quoi? Alors il y a aujourd'hui même un Conseil européen consacré spécifiquement à ce sujet. Il faut à la fois travailler sur le développement des pays d'où partent les migrants. Tant qu'il y aura des différentiels de développement, que des gens vivront dans la misère et que par ailleurs ils verront... Mais ça fait longtemps qu'on dit ça, Mathias. Mais oui, mais bien sûr, ça fait longtemps qu'on dit ça. Mais s'il suffisait de faire comme ça, on serait tous bien heureux. Et on serait tous... D'abord, on l'aurait tous déjà fait et on serait tous contents. C'est des évolutions de fond et c'est des évolutions démographiques, économiques. Donc il faut à la fois travailler sur le développement et notamment autour du bassin méditerranéen. Et il faut qu'il y ait davantage d'investissements, davantage de liens avec l'ensemble de ces pays. Il faut aussi lutter contre les filières, contre les passeurs qui sont des criminels et qui sont en réalité l'équivalent des esclavagistes qui dépouillent les gens pour ensuite les acheminer dans les pires conditions. Donc il faut à la fois être extrêmement ferme sur cet aspect-là et puis travailler sur le long terme au développement des pays. S'il n'y a pas une action globale qui se déploie, honnêtement, ça ne marchera pas. Et accorder plus de visas aussi. Mais ça dépend et sur les secteurs, et ça dépend sur les différents profils. Mais ce n'est pas en accordant plus de visas qu'on va régler le problème de migration massive et de volonté de départ. Tant que les gens auront objectivement une vie extrêmement dure dans leur pays et se diront qu'ailleurs ils ont une vie meilleure, ils tenteront leur chance. Donc il faut faire en sorte que dans le Sud et dans les pays du Sud, le développement, les standards de vie augmentent. Mais d'ailleurs, quand on regarde la réalité des choses, il y a des classes moyennes qui émergent de plus en plus dans ces pays, sur lesquels il faut s'appuyer, qu'il faut soutenir, parce que c'est aussi par elles que va venir le dynamisme et le développement de l'Afrique. Donc vraiment, il y a besoin, et ça c'est la responsabilité historique de l'Union européenne, de développer sur tous des instruments, financement au développement, investissement, et bien sûr, lutte contre les filières de passeurs, filières de criminels qui exploitent la misère humaine. Alain Guimol-Lacroix. Oui, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes né en Allemagne, vous êtes quelque part l'incarnation du lien franco-allemand au gouvernement. Or, il y a en ce moment une réforme des collèges qui est mise sur la table avec des changements qui pourraient impacter l'enseignement de l'allemand dans les collèges français. Est-ce qu'à titre personnel, vous n'êtes pas un peu chagrin de voir que l'enseignement de l'allemand pourrait reculer? C'était le cas de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a protesté. Moi, j'ai fait le point là-dessus avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, pour voir ce qu'il en était. Et on m'a beaucoup interpellé là-dessus, y compris pour les raisons que vous évoquez. Bon, les éléments qu'on a, d'abord, c'est qu'il pourra y avoir l'enseignement de l'allemand dès le CP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Que la deuxième langue pourra se faire plus tôt, dès la 5e. Qu'il y aura plus de postes CAPES et Agreg ouverts ces prochaines années. Il y avait 300 et quelques postes, je ne veux pas dire un chiffre faux, 300 et quelques postes en 2013.
plus de 500 postes seront ouverts cette année. Donc la réalité des décisions est plutôt de conforter ça. Après, il y a besoin aussi que davantage d'élèves choisissent l'allemand. Le gouvernement fait son travail pour déployer les choses. Il faut que l'allemand soit une langue choisie et par les élèves et par leurs parents. Enfin, l'ambassadeur d'Allemagne, qui est une femme, proteste, vivement que je protesté. connais bien. Vous souscrivez à sa démarche? Ouais, moi, je n'ai pas à souscrire à la démarche d'un ambassadeur Parce que d'un vous avez pays une réponse très ami. diplomatique, Mais là, vous en ne semblez défendant pas le inquiet, gouvernement, parce disons. que qui va choisir l'allemand en CP? Mais il y a besoin. Dauphren, ouais. Le mariage, j'ai eu l'occasion de dire ça dans La Croix. Le mariage entre la France et l'Allemagne, c'est trop souvent un mariage de raison. Alors certes, ça peut être des mariages qui durent, ça, mais pour que ça ait une réalité sociale très forte, il faut qu'il y ait plus de liens entre les sociétés des deux pays. Il y a des jumelages qui existent, c'est bien, et il faut donner envie aussi. Donner envie aux petits Français d'apprendre l'allemand, donner envie aux petits Allemands d'apprendre le français. Et on constate... s'éloigne ou on se rapproche de l'Allemagne aujourd'hui? Il y a toujours eu... On semble beaucoup plus loin quand même que dans les années 80 ou 90. Ça a toujours été en dents de scie avec l'Allemagne, y compris les relations... Parce qu'on idéalise maintenant les choses. Il y a toujours eu des relations... Ça a toujours été compliqué. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on le voit sur la scène diplomatique, quand la chancelière et le président de la République sont ensemble pour essayer d'améliorer la situation en Ukraine. C'est une démarche fondamentale et seules la France et l'Allemagne, ensemble, peuvent le faire. Donc ça, c'est des succès très importants. L'initiative franco-allemande sur l'emploi des jeunes et l'effort massif à mettre là-dessus aussi. Donc on peut multiplier les choses. Mais dans les sociétés des deux pays, je pense que des rapprochements plus forts peuvent et doivent s'opérer, oui, incontestablement. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'interview de Bachar el-Assad à la télévision publique française? Est-ce que c'était une bonne idée de lui laisser un temps d'antenne pour expliquer que le gouvernement français soutient les terroristes, que Daesh est une création américaine en Irak, etc. etc. Quel est votre point de vue? Mathias Fekl. La presse est libre dans notre pays, donc elle reçoit qui elle veut. Merci en de me réalité, je pense que personne n'a de doute là-dessus. Croyez-moi, le gouvernement s'en rend compte chaque jour. Et tant mieux. Il vaut mieux être dans un pays où on se sent un peu malmené que dans un pays où la presse est musulmane. Parce que cette interview, elle n'aurait pas été possible il y a 2 ans, par exemple. La réalité sur la situation en Syrie, c'est que ce monsieur est responsable de centaines de milliers de morts et du massacre de son propre peuple. Et la diplomatie française part de ce constat-là pour en déduire les actions, et d'où la volonté de notre pays d'agir, et nous en avons tiré toutes les conséquences. Moi, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que les massacres qu'il a lui-même perpétrés contre sa propre population sont insupportables. Bien, nous allons revenir évidemment sur cette question, notamment la question des échanges commerciaux et diplomatiques avec le Moyen-Orient, mais nous allons marquer, car le moment est venu, une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci à vous. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux Français de l'étranger, Mathias Fekl. Il est interrogé par Alain Guillemol pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Alors, encore pas mal de questions pour vous, Mathias Fekl. J'en avais une sur le Grand Paris. Vous savez, il y a un projet d'étendre les transports. Mais dans le projet du Grand Paris, il n'y a pas de prolongement de lignes ou de liaisons particulières entre les deux aéroports Roissy et Orly. C'est donc une question touristique. Voilà, c'est une question touristique. Les touristes qui arrivent à Roissy ou à Orly sont absolument désemparés quand ils arrivent dans une capitale comme Paris, parce qu'il n'y a rien pour aller à la capitale qui soit rapide, contrairement à toutes les autres mégapoles. Est-ce que vous allez vous battre sur ce dossier pour inverser la tendance? Mathias Fekl. Par exemple, prolonger la ligne 14 Saint-Lazare jusqu'à Roissy et puis jusqu'à Orly peut-être. Mais ce n'est pas dans le projet aujourd'hui. Alors, avec Laurent Fabius, nous travaillons notamment pour le Charles de Gaulle Express, en lien avec le Grand Paris, les collectivités locales, puisque c'est elles qui auront là-dessus la maîtrise concrète sur le terrain. Il y a un travail qui est fait aussi sur l'acheminement vers Paris des touristes. On travaille sur des voies dédiées
aux taxis. Ça va commencer prochainement. Ça va commencer prochainement. Ça a déjà été le cas il y a quelques années, puis ça avait été abandonné. Fin de ce mois-ci, fin du mois de mai, en fonction des différentes voies, et début juin, tout sera opérationnel. Nous discutons avec les taxis, avec Carole Delga. Nous avons fait plusieurs réunions de concertation pour voir qu'il y ait à la fois des voies dédiées aux heures de pointe et des forfaits, pour que les touristes sachent exactement comme c'est le cas combien, comme c'est le cas quand même dans énormément de capitales et en Europe et dans le monde. Donc ce sujet de l'attractivité de la région capitale et aussi de l'arrivée en France et du départ, elle est fondamentale, parce que quand vous arrivez, que c'est compliqué, et quand vous repartez et que c'est compliqué aussi, franchement, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir une expérience inoubliable. Et donc il y a besoin de travailler là-dessus. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ne pas se reposer sur nos lauriers. Oui, nous sommes la première destination touristique au monde, mais il y a besoin de renforcer encore beaucoup de choses. Et donc d'où on a l'impression que c'est pas gagné quand même à Mathias Non, Fekl. c'est pas gagné, mais rien n'est jamais gagné. Quand il y a 380 qui arrivent à Roissy et qu'il y a 600 personnes qui attendent devant 2 policiers pour présenter leur passeport, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais il y a un travail... Oui, alors sincèrement, il n'y a pas qu'en France que l'arrivée dans les aéroports, etc. est difficile. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits, et par les douanes, et par les différents services, pour que ça soit plus fluide. Mais c'est sûr, il y a des choses à renforcer dans les aéroports. On a beaucoup travaillé pour qu'il y ait des accueils en plusieurs langues, que les panneaux soient écrits en plusieurs langues. Là-dessus, ça progresse, pour que ce soit plus attractif, plus agréable de venir, avec, c'est tout bête, mais que ce soit attrayant d'un point de vue visuel. Et puis encore une fois, la question des liaisons. Charles de Gaulle Express, tout à fait essentiel, et il faut que ça avance, que ça aille vite. Et puis cette question des voies de taxi, mais là-dessus, on avance. Il y a une date pour le Charles de Gaulle Express ? Non, il n'y a pas de date aujourd'hui. Et en France, on sait tous qu'on met beaucoup trop longtemps entre le moment où une décision est prise et le moment où elle est réalisée. C'est un problème plus général. On sent que vous en souffrez. Oui, on en souffre, parce que quand, vous savez, quand on est dans la vie publique, c'est pour agir, et quand on agit, on aime quand même bien que ça aille vite et que ça se réalise. Romain Masneau, RCF. Alors l'ultime recours de Serge Atlaoui, le Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue, a été rejeté. S'il est exécuté, est-ce qu'on peut imaginer des représailles commerciales, des mesures de rétorsion commerciale vis-à-vis de l'Indonésie ? Mathias Fekl. Une telle décision aurait à l'évidence un impact sur les relations entre nos deux pays. Ça fait de longs mois que la France est mobilisée, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, notre diplomatie, nos ambassadeurs sur place, avec beaucoup de démarches qui ont été faites. Et nous avons insisté énormément, parce que les conditions dans lesquelles s'est tenu le procès sont injustes. Elles ne correspondent pas à ce que doit être un procès. Beaucoup de règles de procédure n'ont pas été respectées, ce qui veut dire qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits. Et donc nous sommes très très mobilisés là-dessus. Vous avez vu hier, le président de la République a lancé un appel à l'Indonésie pour ne pas exécuter cette décision. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on a des leviers économiques ? Est-ce qu'il y a des contrats importants qui sont en cours ? Nous sommes aujourd'hui mobilisés pour que notre concitoyen ne soit pas victime de la peine de mort, que nous combattons lorsqu'il s'agit de lui, comme nous la combattons sur le plan des principes. Et c'est une constante de notre diplomatie. Et donc notre détermination là-dessus est aujourd'hui totale. Alain Guimol, Lacroix. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur le commerce extérieur, parce que on a depuis un an une situation assez tendue avec la Russie. Les Européens ont adopté des sanctions, et puis à rebours, la Russie a réagi en adoptant des contre-sanctions. Et je voulais savoir, est-ce que la France, le commerce extérieur français, a souffert de ces contre-sanctions, ou bien est-ce qu'on a un peu exagéré leur importance ? Mathias Fekl. Bien sûr qu'on en a souffert. Et beaucoup d'entreprises savent que c'est pour elles très dur, parce que leurs exportations vers la Russie sont aujourd'hui plus compliquées. Mais il y a une réalité aujourd'hui qui est d'abord géopolitique et d'abord diplomatique, et qui, en l'occurrence, prime sur les autres considérations. Et c'est pour ça que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont extrêmement impliqués dans le règlement et l'amélioration de la situation. Nous suivons bien sûr les questions de commerce, mais elles pourront être réglées quand la situation géopolitique le sera aussi. Enfin, Louis Dauphren, la Chine n'est pas un exemple d'incarnation des droits, et on se montre quand même d'une plus grande mansuétude à l'égard du gouvernement chinois, et on n'est pas aussi prévenant sur les sanctions économiques. Non, les sujets de liberté, de droits de l'homme sont évoqués avec tous les gouvernements.
Et moi, dans de nombreux déplacements, j'ai eu l'occasion d'évoquer, et sur le plan des principes, et de manière très précise, les choses. Non, mais la diplomatie contre la Chine aujourd'hui. La diplomatie, mais il n'y a pas de régime de sanctions internationales. Ce qui se passe en Russie, c'est aux portes de l'Europe, et c'est la paix qui est menacée aux portes de l'Europe. Et donc, la moindre des choses qu'on peut attendre de la France et de l'Allemagne, et de l'Union européenne plus généralement, c'est de s'impliquer dans le règlement de cette situation. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde où, Les sanctions, c'est efficace du point de vue diplomatique. Est-ce que c'est efficace ? Ce qui est efficace. Parce que ça a été contourné par les Français aussi qui exportent en Russie par d'autres biais, enfin d'autres pays. Il y a des entreprises qui sont arrangées. Que quand vous preniez des décisions, il y a toujours des gens pour les contourner. Ça vaut pour les délinquants, ça vaut pour les criminels. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre en œuvre des législations ou des décisions. Mais les sanctions, elles sont efficaces quand elles sont ciblées, quand elles sont proportionnées et qu'elles frappent ceux qu'elles doivent frapper. Et c'est le régime de sanctions qui a été mis en œuvre là, comme il l'est ailleurs dans le monde. Voilà, on sait très bien que ça a un impact sur la situation en Russie. Une PME que vous défendez, qui veut exporter en Russie, qui tient sa survie à ses exportations en Russie. Vous lui dites, débrouille-toi quand même, exporte. Parce que vous lui dites d'aller exporter en Chine, peut-être ? Ou alors tu respectes les sanctions, parce que je t'assure, notre diplomatie est vraiment intangible, et surtout il y a des principes moraux. C'est compliqué, ça, cette question. Et bien sûr que c'est compliqué. Si la diplomatie c'était simple, ça se saurait. Mais on lui dit, comme on le dit, ça c'est quelque chose que je dis pour le coup quasiment tous les jours, venez faire le point avec nous, ou avec Business France, et nous nous engageons à étudier des opportunités dans d'autres pays. Moi, il m'est arrivé très souvent d'évoquer des situations d'entreprise au cours de déplacements pour essayer de trouver d'autres marchés. C'est vrai dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, comme dans beaucoup d'autres domaines. Mais ça, ça fait partie de mon travail quotidien. Et c'est tout à fait normal d'aider et de soutenir les entreprises. Il ne s'agit pas de punir les entreprises. Les sanctions qui sont prises, personne ne considère qu'elles doivent être prises contre les PME. Simplement, la France a une diplomatie. Nous sommes un grand pays, un acteur dans la diplomatie mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité, et donc nous assumons nos responsabilités. Et derrière, nous essayons au maximum, et à chaque fois que c'est possible, que les conséquences que cela a pour nous soient minimales et soient améliorées le plus possible avec ce que je viens de vous dire. Romain Masnou, RCF. Alors, on a assisté récemment à une poignée de main historique entre Barack Obama et Raúl Castro. Mais derrière ce geste, il y en a beaucoup qui doutent quand même de la volonté de Raúl Castro de privatiser l'économie, d'instaurer la liberté d'expression, le multipartisme, etc. Alors, est-ce que vous faites partie des sceptiques ou des confiants et des enthousiastes ? Mathias Fekl. Je me suis rendu à Cuba en mars. En amont de la visite présidentielle. J'étais le premier membre d'un gouvernement européen à y aller après les annonces du 17 décembre entre les États-Unis et Cuba. Aujourd'hui, il y a clairement des choses qui se passent à Cuba, qui bougent. C'est un pays qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de se moderniser, mais qui souhaite le faire souverainement et sans que personne vienne lui dire comment il doit faire. Il y a un certain nombre d'acquis auxquels les Cubains sont très attachés en matière de santé, en matière d'éducation, et puis en matière de capacité à prendre leur choix. Et donc la France sera aux côtés de Cuba pour cela. Nous, ce que nous souhaitons, c'est accompagner Cuba dans son propre chemin vers le développement et vers l'ouverture. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à Cuba, c'est vrai pour le tourisme de qualité, c'est vrai aussi pour un certain nombre de productions, une entreprise exemplaire qui est 50% cubaine, 50% française, c'est Havana Club, qui est détenue moitié par Pernod Ricard. Non, c'est du rhum. Du rhum. C'est du rhum. Ouais. Moitié Pernod Ricard, groupe français, et moitié une entreprise nationale cubaine, avec des projets extraordinaires, des envies de se développer. C'est vrai pour ce que les Cubains font aujourd'hui au port de Mariel, qui est près de la Havane, et qui peut demain devenir une infrastructure absolument essentielle pour les Amériques, et notamment pour desservir la côte est des États-Unis et devenir un hub, comme on dit, et un lieu absolument stratégique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en œuvre à Cuba. Il y a aussi beaucoup de difficultés. Il y a l'initiative privée qui commence à être reconnue, mais qui ne l'est pas encore autant qu'elle devrait l'être. Il y a des sujets de relations entre les entreprises et leurs salariés. Il y a une présence de l'État qui est extrêmement forte. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait du mouvement. Mais c'est un marché pour les entreprises françaises. C'est un marché pour les entreprises françaises, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi un moment historique, on le dit souvent, mais là c'est vrai,
où la France, dans la tradition de sa diplomatie, a aussi tout son rôle à jouer aux côtés d'un pays dont nous avons toujours été amis. C'est vrai à l'époque de Victor Hugo, qui a été un des premiers à prendre parti pour l'indépendance cubaine, mais c'est vrai aussi au courant du XXe siècle. Nous avons été le premier pays, après l'effondrement de l'URSS, à mettre en place des régimes d'aide pour Cuba, au moment où tous ses partenaires économiques ont disparu du jour au lendemain, et où la situation, ce qu'on appelait la période spéciale, a été extrêmement dure. Et donc nous resterons aux côtés des Cubains, maintenant qu'ils souhaitent s'ouvrir. Alain Guillemot, La Croix. Oui, le gouvernement a mis en place 34 plans pour des filières industrielles d'avenir. Quel premier bilan vous pouvez faire de cette politique? Est-ce qu'il y a déjà des produits qui sortent de ces filières et qui seront peut-être demain des produits susceptibles d'être exportés demain vers Cuba ou vers la Chine, par exemple? C'est un peu tôt pour faire un bilan, je pense. Ça a été mis en place il n'y a pas longtemps, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la politique c'est aussi du long terme, ou en tout cas du moyen terme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet de structurer les filières, ça permet aux grands groupes et aux PME de travailler mieux ensemble. Il y a des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants qui sont parfois très difficiles, et notamment pour les PME qui peuvent se sentir dans des situations compliquées. Ça marche mieux en Allemagne, ça, par exemple, ces relations-là. Et donc les plans industriels ont aussi cette vocation-là. Je pense que le ministre de l'économie aura l'occasion de présenter le bilan là-dessus. Il souhaite aussi simplifier les plans, regrouper certains pour donner plus de force aux différents plans, mais c'est typiquement du volontarisme industriel. C'est des politiques publiques qui s'adressent à l'économie et dont notre pays a grand besoin, en s'appuyant sur le monde de l'économie. Juste pour revenir au commerce extérieur, Mathias Fekl, l'Arabie Saoudite est l'un de nos partenaires importants. On sait que ce n'est pas vraiment un pays ouvert à la liberté religieuse, ni aux droits de l'homme, ni aux droits de la femme. Est-ce que ça ne pose pas des questions de fond, ça, de commercer avec des pays de ce type-là, surtout dans le contexte de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui? D'abord, l'Arabie Saoudite est engagée dans la lutte contre le terrorisme, et elle est là-dessus un partenaire très important de la France. Elle ne fait l'objet d'aucun régime de sanctions. Et la France a toujours été à l'offensive pour mettre en place des régimes de sanctions lorsque c'était nécessaire et pour les respecter lorsque ou l'Europe ou les Nations Unies en décidaient. Et sous cette réserve, nous avons des relations et économiques et diplomatiques avec de très nombreux pays, et encore une fois là, avec un partenaire très important dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui ne nous empêche pas, là aussi, avec nos entreprises, d'alerter quand il y a des difficultés. Moi, je me suis rendu récemment au Qatar, avant le déplacement. D'abord, j'ai reçu des ONG qui suivent de très près la situation des droits des travailleurs au Qatar. Nous avons mis ensemble... Non, mais c'est des choses concrètes, mais on a bâti ensemble un cahier de bonne conduite pour dire quelles étaient les règles à respecter. Donc, il y a un travail très important qui est mené là-dessus. Et on peut à la fois être très offensif en matière de diplomatie économique, défendre l'intérêt de nos entreprises, de notre économie, et en même temps souhaiter que la France soit fidèle à ses valeurs, mais le soit concrètement. Et c'est ce qui est le cas lorsque, encore une fois, nous alertons les entreprises sur des difficultés qui peuvent exister, sur des dangers. Une dernière question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a une pétition ou un appel qui circule sur l'initiative de plusieurs ONG, dont j'ai oublié le nom, qui est un appel pour que les multinationales soient responsables envers leurs sous-traitants. En particulier après ce qui s'est passé au Bangladesh, l'effondrement de l'immeuble qui a coûté la vie le Rana Plaza, qui a coûté la vie à quelques 1200 ouvriers, et des marques françaises qui ont été, dont le nom a été souillé en quelque sorte par cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette responsabilité que les entreprises occidentales, essentiellement, doivent avoir envers leurs sous-traitants? Mathias Fekl. Il y a eu un appel d'ONG, et puis il y a eu une proposition de loi qui a été portée par Dominique Potier à l'Assemblée nationale, et par des députés du groupe socialiste, et aussi par des députés du groupe écologiste, qui a été débattue et qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour bâtir là-dessus un cadre juridique qui établisse les différentes responsabilités là où elles doivent l'être, et pour que des drames comme le Rana Plaza ne se reproduisent plus. Il y a une responsabilité là-dessus. L'Union européenne, la Commission européenne a déclaré hier aussi que et les États et l'Union en tant que telle devaient agir pour ce genre de sujet. Donc moi j'ai bon espoir qu'au niveau européen aussi, les choses puissent évoluer là-dessus. C'est de la bonne conduite, mais c'est plus que ça. C'est de la responsabilité, et puis c'est du travail avec les entreprises pour qu'elles vérifient à chaque fois
dans la réalité du travail et de leur contrat qui s'exécute dans les différents pays. Mais ça veut dire que la PME de Marmande doit être responsable des conditions de travail de son sous-traitant au Bangladesh et assumer les conséquences financières si jamais il y a un problème. Dans le projet de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, qui passera ensuite au Sénat, c'est au contraire d'établir les chaînes de responsabilité et de faire en sorte que chacun soit responsable de sa partie du travail et qu'on ne puisse pas s'abriter derrière des relations compliquées et qu'il y ait un renvoi de responsabilité qui finalement fasse que tout cela est opaque et qu'il n'y ait jamais de suite quand il y a des drames comme le Rana Plaza. Qui doit être responsable au premier chef, à votre avis? L'entreprise, l'État concerné? Sincèrement. C'est difficile à dire? Non, c'est pas difficile à dire. Moi, j'étais magistrat avant. La responsabilité, elle s'établit au cas par cas. Vous regardez ce qui s'est passé et vous regardez qui a fait preuve de négligence, qui a fait preuve de mauvaise décision ou qui a carrément fait preuve de non-respect de certaines législations. Donc, le but de ces législations, et j'espère demain européennes et même internationales, c'est de permettre justement que chacun assume ses responsabilités et que chacun soit considéré en conséquence. Très bien, ce sera votre dernier mot, Matthias Fekl. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux Français de l'étranger. Merci de nous avoir éclairé sur les arcanes de notre commerce extérieur. Le prochain invité de Face aux Chrétiens la semaine prochaine sera Éric Ciotti, président UMP du conseil départemental, ancien conseil général des Alpes-Maritimes. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette édition de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de KTO et de RCF. À la semaine prochaine et encore merci pour votre fidélité.